Deux sujets phares ont retenu notre attention ce matin. Il s'agit de celui du quotidien Le Jour, qui a titré Assemblée nationale des micro-projets supprimés. Et puis le quotidien Émergence, concours administratif, près de 10 000 candidats pour moins de 950 places. Des sujets à commenter ce matin avec M. Armand Rodolphe Diallo, directeur de l'information sur Afrique Informe Télévision. Bonjour monsieur. Bonjour Elodie, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Informe Télévision, tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique et particulièrement au Cameroun. C'est un plaisir pour moi d'être encore là ce matin. C'est un plaisir pour nous également de vous recevoir, Monsieur Diallo. On va commencer tout de suite avec la une du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence qui nous informe ce matin que, en rapport avec les concours administratifs, le quotidien nous informe donc que près de 10 000 candidats se sont présentés pour 950 places seulement. On se demande avec vous comment inverser la balance de l'offre et de l'emploi au Cameroun, ou alors quelle serait l'alternative pour tous ces jeunes qui ne pourront sans doute pas intégrer la fonction publique. D'ailleurs, il faut d'abord dire que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Voilà. Et être fonctionnaire n'est pas aussi une panacée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enlever de la tête des gens que quand on est dans la fonction publique, c'est qu'on est arrivé. Parce que cela n'est pas le cas. Parce qu'il y a aussi des salaires de misère au sein de la fonction. D'ailleurs, que la fonction publique ne paye pas. Il faut d'abord qu'on se comprenne. Parce que les gens font beaucoup d'amalgames. Les gens ont grandi avec des legs de la colonisation parce que c'était à l'époque le seul élément. La fonction publique d'ailleurs ne paye pas. Vous voyez qu'un professeur d'ici d'enseignement général, un PLEC, licence et puis il fait 2 ans niveau maîtrise, il sort, il est A2. Son salaire de base c'est 210. Contrairement à un gars qui a fait le BTS et qui est peut-être dans une multinationale ou qui a 600, 700 000. Vous voyez qu'il y a véritablement une différence. Si je l'ai dit, il appartient à un État de mettre sur pied des mécanismes qui vont faire en sorte que le secteur privé va se développer pour davantage absorber la masse des Camerounais. Pourquoi? Parce que quand vous regardez des pays comme le Canada, l'Italie, la France, les gens fuient. Ceux qui sont là-bas fuient la fonction publique. Parce que là-bas, il n'y a pas de corruption. Le système est maîtrisé, informatisé. Du coup, tu ne peux pas voler. Et comme il n'y a pas d'argent à ce niveau-là, ils préfèrent aller dans le privé. Ce sont des immigrés, par exemple, qui vont là-bas pour... ce sont eux qui sont dans la fonction publique. La preuve, c'est que la majorité d'enseignants camerounais immigrent vers le Canada pour notamment enseigner, spécialement ceux qui sont passés par des écoles, pas des écoles normales. Quand on a dit que la fonction publique ne paye pas, c'est une réalité. Voilà, parce que pourquoi au Cameroun les fonctionnaires sont riches? Parce qu'ils volent. Que le système c'est un système qui est qu'on a laissé. Si eux ne volaient pas, il ne devait normalement rien avoir. Puisque dans la fonction publique, il y a des gens qui touchent les 35, les 40, les 80. C'est une grille. Voilà. Et quand on regardait dans ces grilles-là, quand on regardait le salaire d'un sous-préfet, par exemple, son salaire de base, lui qui a un bac plus 3, et un PLEC, un professeur de lycée d'enseignement général, qui a un bac plus 5, entre le sous-préfet et le professeur de lycée d'enseignement général, le professeur de lycée d'enseignement général est son supérieur hiérarchique. Même s'il y a une incongruité que parfois on dit qu'il y a les visites dans le machin et puis ils viennent s'aligner pour recevoir quelqu'un qui est leur inférieur en termes de classification au niveau de la fonction publique. Ce sont des choses qu'il faut clarifier au Camerounais pour d'abord enlever ça dans leur cerveau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un nombre supérieur par rapport à la demande? C'est parce que l'offre d'emploi n'est pas assez conséquente au Cameroun, c'est ce que je dis. Parce que l'État ne forme pas les gens proportionnellement à la demande sur le marché. L'État crée des universités, par exemple, pour que quand les gens sortent comme ça, c'est pour aller faire les concours pour entrer dans la fonction publique. S'il y a 11 universités d'État aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a moins de filières professionnalisantes. Or, les filières professionnalisantes vont faire en sorte que ceux qui sortent de là vont aller offrir leurs compétences dans des sociétés industrielles camerounaises et du coup la fonction publique ne leur dit véritablement rien. Si on a passé le temps à former les gars en sociologie, en histoire, en droit, en économie et tout en biologie, ainsi de suite, en mathématiques, alors qu'il faut les former en des filières
professionnel, ou que tout ce qui est cité sont des filières académiques. Voilà. C'est un cursus académique. Voilà. Quand ils finissent maintenant, il faut pour un biologiste, peut-être s'il a choisi, ça dépend de sa spécialisation, peut-être au niveau licence ou au niveau master. Il faut même, s'il n'a pas engagé une filière professionnelle dès le départ, il faut qu'il soit aller dans un labo pour faire une formation de 2-3 ans, pour avoir une capacité d'être maintenant un technocrate de la chose. C'est donc parce que l'État a passé le temps à former des sous-employés, pas des chômeurs. Parce que j'avais expliqué demain qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui a appris un métier. Or, quand tu es à l'université, tu n'es pas dans une grande école de cette université-là, tu fais plutôt une filière qui est académique. Ce n'est pas différent quand tu es au lycée, tu fais la C, l'autre fait la A, puis vous faites de l'académie, il n'y a pas une filière professionnelle. Par contre, dans les universités, il y a des grandes écoles professionnelles où quelqu'un il va pour apprendre un métier. Il y a l'ESSEC, par exemple, qui est une école professionnelle, les gens vont pour apprendre des métiers. Il y a l'UT, qui est une école professionnalisante. Donc, il appartient à l'État, comme j'ai dit, que c'est un problème qui est élémentaire. Pour que ce genre de choses-là, véritablement, ne se produisent plus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État doit mettre les conditions pour que le secteur privé puisse éclore. Et quand le secteur privé éclore, ça peut embrasser mal des chômeurs. Encore que le secteur privé peut être là, on peut mettre sur pied des industries. Si tous ceux qui vont là, si tous ceux qui vont faire les concours là, ils n'ont pas le profil qui va véritablement, ce sera encore un problème. Il faut donc que l'État doit former des gens proportionnellement à la demande véritablement sur le marché. Il appartient aussi aux jeunes qui dépensent énormément pour aller faire les concours. Vous allez voir un jeune qui depuis 15 ans ne dépense qu'en termes de timbre, en termes de dossier, ainsi de suite, en termes de corruption, pour entrer dans la fonction publique. Justement. Si en 15 années, il avait surfé autrement, c'est qu'il a fait sa vie et il est quelqu'un qui est épanoui. Le fait même qu'on mette le prix du timbre à 1500, il y a un 500 qui s'est greffé. Parce que quand on lance un concours comme ça, l'État s'enrichit. Notamment en termes d'abord d'achat des timbres. Et Dieu sait que pour une initiative de concours, il y a plusieurs timbres qu'on achète. Donc, et c'est une manière aussi de décourager ceux-là qu'à un moment donné, si on a augmenté, vous pouvez trouver mieux ailleurs. Puis il y a même des dates limites. Et vous voyez quelqu'un qui a fréquenté pendant des années, son âge est passé, plus il y a les dates limites, il y a les concours, c'est 30 ans, l'autre c'est 35 ans, où il part couper, il a les faux diplômes. Pourquoi? Parce qu'il n'a que mis dans sa tête que non, je vais être fonctionnaire. Et c'est un problème. Or, si se fait avec sa vie autrement, donc il faut montrer aux gens qu'il y a d'autres alternatives par rapport à la fonction publique. Et que la fonction publique, si les choses changent, ne paye pas cher. Et que ça n'a même jamais payé cher. Ceux qui se sont enrichis au niveau de la fonction publique, principalement au Cameroun, sont des bandits. Ils ne sont pas différents de quelqu'un qui dérobe votre moto. C'est pour ça que vous voyez que quand le président de la République a lancé l'opération Épervier, les personnes qu'on a arrêtées étaient des... Quand tu vois le parcours, ils ont commencé au sein de l'administration, ils sont engagés en politique, et puis ils sont devenus des directeurs généraux, des ministres, et ils ont accumulé au-delà de ce que demandait leur fonction, ils ont volé. Vous avez vu un ministre dernièrement qui a rétrocédé des millions à l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'il avait un surplus. Et il ne s'agissait même pas de simplement rétrocéder, il fallait même encore prendre ce qu'il avait davantage. Parce que il n'a que rétrocédé ce qu'on réclamait. Même après ça, il est encore resté dans l'opulence, comme on dit véritablement. Donc, c'est un problème de changement de mentalité et de changement de paradigme. Pour dire à quelqu'un qu'il ne sert à rien d'aller dépenser 3 millions pour faire un concours de gardien de la paix, où ton salaire sera un peu plus le gardien de la paix, là c'est au niveau de BPC. Quand on fait la classification, c'est d'ici que tu auras 120, 130. Donc il faudra passer des années pour pouvoir entrer en possession de ce que des millions que tu as dû débourser. À moins que tu n'installes un système de corruption et de prébendes en haut pour arnaquer les gens, pour les dossiers. Voilà, parce que tu estimes que tu as donné énormément et il faut que cela puisse rentrer. C'est des informations que les gens n'ont pas. Un mec qui prend 4 millions, 5 millions pour aller dépenser pour un concours, alors que s'il investissait ça autrement, il pouvait être par exemple un patron d'entreprise. Il y a aussi que si beaucoup de gens y vont, c'est que l'État n'a pas inculqué aux gens véritable esprit entrepreneurial. Il y a des gens qui entreprennent
Et quand ils entreprennent, ils trouvent que il y a du lucre, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent dans ce qu'ils se font énormément et multiplient. Pour entreprendre également, M. Ndialeu, est-ce qu'il ne faudrait pas un certain capital? On voit avec le quotidien Le Jour, on aimerait bien comprendre avec vous ce matin, le quotidien Le Jour qui parle de l'Assemblée nationale et titre les micro-projets supprimés. Donc on se demande avec vous ce matin, suppression des micro-projets des députés, bonne ou mauvaise nouvelle pour le citoyen ordinaire? On sait que ces micro-projets doivent certainement aussi employer les jeunes. Non, pas forcément. Je ne sais pas si vous allez dans la rue pour faire un voice pop et vous demandez aux Camerounais s'ils sont au courant des différents micro-projets. Je prends un cas, Jean-Michel Ninche, il est au Parlement, je crois, c'est vers 6 échéances. Et il est du côté de Douala 3. Si on vous demande ce que, puisque c'est le député qui est un peu trop médiatisé, vous avez d'ailleurs une réalisation avec ces micro-projets, qu'il a construit un forage quelque part, il a fait quelque chose quelque part. On aimerait même d'ailleurs comprendre, c'est quoi ces différents projets qui sont d'ailleurs subventionnés, je crois, à hauteur de 8 millions par député. Oui, je crois que c'est 8 millions, si ce n'est pas par mois, ça veut dire que c'est par an. Ça veut dire que un député pour fonctionner a besoin d'un bureau parlementaire. Et dans ce bureau parlementaire, il a un secrétaire. Il peut avoir 2-3 personnes. Dans ce bureau parlementaire, le député recueille les doléances de ceux qui l'ont élu. Voilà. Et les micro-projets, c'est quoi? C'est que l'État vous remet dans 8 millions que vous allez financer des projets dans votre circonscription électorale. Même si on dit que vous êtes député de la nation. Ça veut dire que ceux qui vous ont élu peuvent avoir des petits problèmes. L'État vous aide donc avec 8 millions que vous allez tenter de résoudre ces problèmes. Ça peut être au niveau par exemple de l'entrepreneuriat, ça peut être au niveau de la construction d'un forage comme j'ai dit, ça peut être au niveau de la réflexion du SADECLAS. Vous avez vu que dernièrement Joshua aussi a refait totalement l'école publique de Derdo qui était en délabrement. Donc il a refait les SADECLAS, il a donc utilisé l'argent du micro-projet qu'on a donné parce que c'est sa circonscription électorale et pour réaliser cela. Maintenant, les sénateurs n'ont pas ça, n'ont pas les 8 millions là, et ça n'entre pas dans leur registre. Les députés avaient ça depuis que l'Assemblée nationale existe. La bonne question est, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent des micro-projets? Est-ce qu'ils ont rendu compte de ça? Vous allez voir les députés d'un pays du tiers-monde qui roulent avec un Hummer. Il est député, mais il a un Hummer. Dans un pays où il n'y a pas de route, ça fait problème. Ça fait véritablement problème. Et si vous regardez un élu qui est même de l'opposition, qui roule avec ce type de voiture, c'est d'abord problématique. Donc vous voyez d'abord qu'il y a un manquement d'abord au niveau moral, parce qu'il y a un message qui doit passer à la population. La consommation d'abord de la Hummer montre que lui-même, il part là-bas pour occuper son argent, c'est pour mener sa vie de luxe, il n'est pas au courant de vous. Parce qu'un député, ce n'est pas passé le temps à dire que non, on a détourné le Covid et après il n'y a rien. Parce que tout le monde en parle. Un député, c'est de savoir comment sa population fait pour lutter contre les moustiques au quartier, c'est-à-dire participer au cueillage des caniveaux. Regardez si dans sa circonscription électorale, est-ce que les enfants fréquentent dans les bonnes conditions, est-ce qu'il y a les tables bancs, est-ce que les salles de classe. Vous allez voir que du côté de l'Ouest Cameroun, je crois qu'il y a un député qui passe le temps à construire les salles de classe. Il doit être un député de la DPC. Il passe le temps à construire les salles de classe. Donc lui, c'est donné pour cheval de bataille d'aller construire les salles de classe dans des établissements de sa circonscription électorale. Et à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Donc, il utilise l'argent des micro-projets à bon escient. Même si les 8 millions ne sont pas, ce n'est pas quelque chose d'assez conséquent. Parce que si on vous donne 8 millions pour financer les projets, et que par exemple, une personne prend seulement 1 million, l'autre prend 2 millions, et à côté vous avez un bureau parlementaire, vous allez voir que dans le fond, cela ne sert pas à grand chose. Mais ça peut aider quand même à juguler certains problèmes. Donc c'est une bonne initiative de supprimer, d'abord parce que tous les députés qui étaient là, beaucoup ne disaient pas comment est-ce qu'ils ont travaillé avec les 8 millions, ainsi de suite. Donc il est mieux de supprimer. Vous avez vu que je crois que c'est dans ça que peut-être Cabral Libya avait surfé pour acheter la pirogue, même s'il avait lancé une campagne de dons véritablement. Un député et un maire doivent rendre compte chaque année à ceux qui l'ont élu. Parce qu'il a proposé un programme aux gens.
Et il faut évaluer chaque année pour voir si en une année il atteint ses objectifs. S'il n'a pas atteint ses objectifs, 5 ans après, vous le sanctionnez. Or, vous avez au Cameroun, vous avez les députés des médias qui écrivent les lettres et qui passent le temps à écrire les lettres et ils ne sont pas proches de la population. Du coup, c'est un problème. Si vous ne portez pas le problème de la population, vous passez le temps à écrire les lettres sur le Covid et à dire que tel est mauvais opposant, tel est comme ça. Et entre ce temps, vous sucrez avec l'argent des micro-projets et les gens célèbrent. Ça veut dire que vous faites de politiquement incorrect. Parce que la politique, c'est d'abord quoi? C'est s'occuper du peuple. Et il appartient au peuple de sanctionner parce que vous savez qu'on est dans un pays où je ne sais pas comment on appelle ça, de l'émotionnel. On te dit que non, tel député a dit qu'on a volé, et après il n'y a rien. Et vous endort, vous ne demandez pas que depuis le nombre d'années qu'il prend l'argent des micro-projets là, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé dans notre circonscription? Parce qu'il faut interroger. Quelqu'un ne peut pas passer le temps à critiquer et vous laisser, et vous-même vous l'interrogez par sa capacité de gestion. Parce que si vous-même vous l'interrogez par sa capacité de gestion, vous allez vous allez peut-être mettre à la tête de votre circonscription des bandits, hein, des gens des gens qui ne participent pas au développement local. Or, c'est un problème. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Maintenant, comme on a supprimé ça, l'argent part où? Ça c'est aussi la question qu'il faut se poser. Ça pourrait aller à l'endroit de tous ces jeunes qui ne pourront certainement pas accéder à la fonction publique dans peut-être le financement. Le rôle de l'État forcément n'est pas de tout donner l'argent aux jeunes pour aller créer eux-mêmes leur propre emploi. Vous avez vu que dans le Paget, le Piaget, le Piassi, ainsi de suite, les gens ont volé. L'État a donné de l'argent pour aller créer des petits projets agricoles. Ils sont plutôt allés manger, célébrer dans les bars et les snacks. C'est aussi la mentalité de la jeunesse à ce niveau-là. Ce que l'État fait, c'est que l'État doit créer des conditions d'une économie saine, notamment avec la banque des petits et moyens entreprises que l'État a mis sur pied. Ça veut dire que le jeune qui va entreprendre, il a un compte dans cette banque où l'épargne, il prend les prêts pour aller faire son projet et il vient remettre petit à petit. Ça fait tourner l'économie et c'est une banque de PME, voilà, des petites et moyennes entreprises. Et l'État a aussi pour rôle d'assainir le milieu économique, c'est-à-dire de faire en sorte que les banques puissent travailler dans les meilleures conditions pour aussi donner de l'argent à ceux qui entreprennent, et que ceux qui entreprennent puissent rembourser par palier. Donc l'État ne peut pas passer son temps dans aucun pays au monde, l'État n'a pas son temps à faire de l'aumône. Voilà. Un État qui fait ça n'a pas compris l'enjeu économique. Donc, le rôle de l'État, c'est de mettre sur pied un secteur qui est sain, faire en sorte que le privé puisse travailler et ne pas faire dans, comme on appelle un gars, on dit que tu as un projet PAC, on te donne 4 millions, 5 millions, et en liquide, il devient fou. Vous voyez quelqu'un qui n'est qu'habitué avec 20 000, 2 000 par jour, et on lui donne 3, 4 millions là, il va devenir fou. Et quand il devient fou, il part d'abord tout manger. C'est quand il reste par exemple 100 000 qui se réveille et j'avais un projet que je devais réaliser là. Et du coup, il sera incapable de venir rembourser. Or, si c'était par un mécanisme de banque, on pouvait mieux le tracer. Il y a même les gens qui changent de nom après. Donc, le rôle de l'État ici, c'est de mettre sur pied un secteur économique qui est assez compétitif, qui n'est pas, qui permet aux jeunes d'entreprendre. Et pour ça, il faut revoir le système, notamment au niveau des impôts. Il faut assainir l'administration, parce qu'au sein de l'administration, il y a beaucoup de systèmes de corruption qui freinent certains jeunes d'aller. Il faut surtout changer de mentalité, changer de paradigme pour dire aux gens que on peut entreprendre malgré les difficultés et que ceux qui ont réussi dans le monde, ceux qui fabriquent les téléphones et ceux qu'on utilise là, ce sont des penseurs, des entrepreneurs. C'est eux que l'État doit financer les modèles des riches. Vous voyez, on vous dit au Nigeria que les Dangote et les autres sont des fabrications. Quand on dit fabrication, ça ne veut pas dire qu'on se levait, on a dit que on prenait l'argent. Eux, ils avaient déjà. L'État a augmenté pour davantage faire en sorte qu'ils puissent diversifier leurs affaires et embaucher aussi une masse de personnes pour que cela ait une cohésion sociale. Parce que dans un pays où les gens sont sous emploi, ils sont une bombe à retardement. C'est pour ça que vous voyez dans le nord-ouest par exemple et le sud-ouest, ceux qui n'avaient rien à faire, on les a enrôlés facilement en leur donnant les armes, en leur promettant que vous aurez des millions. Eux, ils ont cru parce qu'ils n'avaient rien à faire au quotidien. Or, si c'était des gens qui étaient occupés, ils ne veulent pas aller porter les armes pour aller dans la forêt, pour prendre un agent imaginaire qui ne viendra jamais. Voilà. Donc, l'État doit communiquer au niveau de ses services de démembrement. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une banque de petites et moyennes entreprises. Beaucoup de gens ne savent pas le rôle, par exemple, du MIFOPRA.
le ministère de la formation professionnelle, l'emploi. Beaucoup de gens ne savent pas le rôle même des PME, le rôle du ministre de l'économie, du ministère de l'économie. Il appartient à l'État d'expliquer. Maintenant, si l'État n'explique pas, il appartient aussi aux jeunes de se cultiver. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on parle de téléphone intelligent. Vous pouvez taper tous ces ministères, toutes ces institutions qu'on a citées. Vous cherchez, celui qui a l'information a le pouvoir. Et généralement, quand tu donnes la bonne information à quelqu'un qui est un parvenu, il te dit que non, tu as eu ça où, tu as fait ça où, alors que c'est facile de googler. Quelqu'un qui n'est pas idiot dans un argumentaire, quelqu'un qui n'est pas un adepte de l'idiotie, quand on te dit telle chose, tu vas googler, tu passes sur Google, tu tapes. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu passes ton temps à dépenser ton énergie, ajuster, ça c'est proprement camerounais, c'est comme ça que les Camerounais font. Ce temps-là, tu aurais déjà tapé pour voir si ce qu'il dit est réel. Voilà. Et si c'est réel, il t'appartient de prendre l'information et de te transformer véritablement avec. Mais vous voyez un clic des jeunes qui sont là au quotidien et discutent pour avoir raison. Après, ils ont faim. Ils vont manger encore la nourriture de maman. Ça veut dire qu'ils sont devenus une charge pour leur famille encore. Et c'est un problème. C'est un véritable problème. Merci pour tous ces éclaircies, M. Ndiallo. Je vous en prie. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous avez donc les clés de votre avenir, de votre succès. Voilà, on va poursuivre ce programme en soufflant un tout petit peu au rythme de la Nigériane Aza qui chante Why Can't We Be.